a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Alors, je sais pas pour vous, mais moi quand je suis devenu papa, que j'ai vu ce bébé, ce nourrisson avec plein de comportements auxquels je ne m'attendais pas forcément, j'étais surpris de plein de choses. Mais ce qui m'a surtout surpris, c'est ma propension à m'inquiéter au moindre tout-sautement, au moindre nez bouché, pour le premier enfant bien sûr. Et c'est vrai que j'imaginais tout de suite le pire. Et ça, c'est vraiment un vrai gros sujet, je trouve, quand on devient parent. Mon invitée d'aujourd'hui, elle va pouvoir répondre justement à mes questions sur ce sujet. On va se questionner sur, c'est quoi les maladies qui existent chez le nourrisson, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas. Mon invitée est la docteure Laure Gessler. Elle est médecin généraliste et elle a passé aussi des diplômes universitaires. Elle est notamment diplômée en santé de la mère et de l'enfant, donc la parentalité, la périnatalité. Elle a aussi passé un diplôme universitaire de journalisme, ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir les bonnes clés pour informer, pour faire de la recherche aussi, mais surtout pour transmettre. C'est ce qu'elle fait dans les médias. Vous pouvez la voir régulièrement à la Maison des Maternelles, aussi sur Fun Radio, figurez-vous, mais aussi bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok et bien sûr sur Instagram, avec un compte qui s'appelle lecoeurnet. Voilà, lecoeurnet.info. Souvent, je vous invite bien sûr à vous abonner, à consulter ses contenus. C'est très très clair. Elle fait aussi très souvent des lives, notamment sur TikTok. Voilà, c'est vraiment très clair. Elle a une façon de transmettre tout ça qui est limpide. Et elle aborde tous les sujets, bien sûr, parce que là, on va se parler de la santé du nourrisson, mais elle peut aller sur tous les sujets, y compris les sujets d'intimité et de sexualité au besoin. Je précise parce que c'est le genre de sujet tabou dont elle n'hésite pas à parler. Elle est bien sûr aussi autrice, conférencière et formatrice sur certains sujets. Vous pouvez la retrouver de temps en temps dans des congrès d'éducation ou de médecine de l'enfant et en périnatalité. Alors comme je vous le disais, moi perso, je flippais beaucoup quand même quand je suis devenu papa sur ces maladies. Et donc ma première question que je vais adresser à la docteure Gessler, c'est quelles maladies on va rencontrer chez le nourrisson ? Voilà, lesquelles sont les plus communes, mais est-ce que elle peut nous les classer par ordre qui font flipper les parents ? Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors ouais, les nourrissons, donc les enfants de moins de 2 ans. Alors il y a plein de pathologies. Évidemment, la plupart, heureusement, sont bénignes. Il ne faut vraiment pas s'alarmer. Il faut s'informer, surtout, pour savoir ce qu'elles représentent. Alors je vais dire par ordre, je vais dire les plus fréquentes, on va dire, c'est les viroses, donc les virus. Ça va de la bronchio à la gastro, la laryngite, la rhino, le syndrome pied-main-bouche, la varicelle. Enfin voilà, il y en a moult. Et effectivement, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Souvent, quand c'est pris en charge trop tôt et que c'est maîtrisé, ça se passe très bien. Après, il peut y avoir effectivement des complications, donc je veux pas être trop stricte dans c'est forcément bénin ou pas, parce que c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Après, il y a, on va dire, les allergies, les eczémas, ce genre de choses, tout ce qui est allergie. Conjonctivite aussi. Et puis côté bactéries, après, il y a les infections bactériennes, donc les otites, les pneumopathies, etc. Bon, bref, il y a beaucoup de choses. Ça fait un sacré cocktail quand même. Ouais, c'est un sacré cocktail, mais encore une fois, il y a des gestes à connaître, des petits réflexes à avoir sur ce qu'il faut regarder pour savoir si on doit consulter. Et toujours, moi, s'il y a un message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi suivre notre ressenti. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on connaît mieux notre enfant que n'importe qui. Si il est vraiment dans un état qui ne correspond pas à l'habitude, si vraiment on a cette inquiétude parce qu'on se dit c'est quand même bizarre, d'habitude il ne fonctionne pas comme ça, et on consulte, point barre. Et on n'est pas censé, nous médecins, malgré les urgences qui désemplissent pas, que c'est compliqué aux urgences, je suis d'accord, mais on n'est pas censé vous dire vous avez mal fait de venir. Au contraire, si vous avez une réelle inquiétude, foncez, consultez. Mais du coup, tu vois, par rapport à ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est les parents sont ceux qui connaissent le mieux leur enfant, mais en fait, quand c'est tes premières semaines avec l'enfant, premiers mois, et tu connais pas en fait plus que ça, tu vois, et tu peux vite te retrouver à aller tout le temps chez le médecin. On l'a fait, je le dis, moi je l'ai fait, j'assume. Tout à fait, moi pire, j'ai fait les études et je suis devenue maman, alors quand ça m'est arrivé, je vous assure que j'ai eu aussi des moments de solitude. Et ça aussi, je le dis,
faut pas croire, on vous donne des conseils, mais on sait pas forcément les appliquer. C'est pas simple d'appliquer les conseils, de savoir exactement comment réagir, comment s'y prendre. Des fois, ça nous submerge, hein, tout simplement. On s'interroge beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas hésiter d'en parler, de communiquer, et de se dire bon ben voilà, ces bruits là dont tu parles, voilà, ce qui me pose question, faut en parler. Il y a quand même du monde, il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les sages-femmes, les personnes qui viennent au domicile après l'accouchement, voilà, s'entourer. S'entourer, ok, très bien. Qu'est-ce qui nécessite le plus souvent un passage chez le médecin? Tu vois, qu'est-ce qui vraiment, à quel moment, parce que tu nous disais qu'il y a des gestes simples qui permettent quand même d'aider, on y reviendra juste après. Mais qu'est-ce que, du coup, sans être alarmiste, hein, j'entends bien, mais on se parle quand même de la santé, donc il y a un petit peu des choses en jeu. À quel moment on doit se dire, là, il faut que j'aille chez le médecin vraiment, Ouais. Alors, si on met les urgences, on va dire, de côté, consulter auprès de son médecin traitant, je dirais systématiquement, si votre enfant a moins de 3 mois, 3 mois, ça reste quand même des tout petits. Si vous avez une inquiétude, un truc particulier, si vous avez l'impression que votre enfant est douloureux, par exemple, vous consultez. Après, de manière générale, on parle de 3 éléments. De la respiration, de la peau et du comportement. Ça, c'est 3 choses à avoir en tête. Si votre enfant il respire pas bien, ou il fait du bruit, un bruit bizarre en respirant, il y a beaucoup de laryngite en ce moment, par exemple, consultez. Si son comportement est vraiment bizarre, s'il dort tout le temps, si vous le trouvez un peu mou, consultez. Et je disais la peau. Alors, on pense malheureusement aussi des fois aux méningites. Donc, si vous trouvez qu'il y a des taches bizarres sur la peau, consultez. Alors, pour le coup, ce dont je vous parle, c'est des consultations aux urgences, là, pour le coup, s'il y a vraiment des taches. Mais voilà, un aspect bizarre de la peau, il faut consulter. Ensuite, il faut savoir que communément, une fièvre, par exemple, on ne le sait pas trop, mais 3-4 jours de fièvre, c'est totalement normal chez le grand enfant. Donc, ça n'impose pas forcément une consultation auprès d'un médecin. Évidemment, si on donne son paracétamol, voilà, il n'y aura pas d'inquiétude à avoir. Par contre, au-delà de 5 jours de fièvre, il faut consulter. Et enfin, le dernier critère qui serait important, ce serait si vous avez voyagé à l'étranger et que votre enfant a de la fièvre ou a un comportement un peu bizarre, vous consultez. Les plusieurs jours de fièvre, c'est dès le nourrisson ou c'est pour plus âgé? Avant 3 mois, il faut consulter auprès de votre médecin. Avant 6 semaines, vous consultez aux urgences. Et au-delà de cet âge-là, c'est au-delà de 5 jours de fièvre qui serait bien ou pas mal toléré, mais en tout cas, au-delà de 5 jours, vous consultez. Et évidemment, dans la totalité des cas, si votre enfant n'est pas bien, tolère mal la fièvre, qu'il y a des symptômes en plus, qu'il vomit ou qu'il est vraiment pas bien, là, vous consultez, hein, vraiment. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas évident de placer les exceptions qui font partie du quotidien et de placer des grandes règles générales. C'est pas évident que ce soit en parentalité ou en santé, c'est vraiment quelque chose qui est complexe. Quand tu parles de la fièvre, question qui peut paraître bête, mais on se parle de combien? Et ouais, tu vois, parce que moi, je t'avoue, quand je suis devenu papa, elle a 37,8, ça va pas du tout. Ouais, en plus, c'est délicat parce qu'il y a des enfants à 37,8, justement, ils vont être super mal, et d'autres à 40 qui vont péter le feu. Nous, on dit 38, avec, pour les tout petits, une prise de température rectale si possible, ou axillaire. On rajoute même 0,2. Axillaire, c'est dans l'oreille? Pardon, sous les aisselles. Sous les aisselles, ok. Exactement. Et ça, c'est pour les tout petits. Après, on jugule aussi. Il faut savoir que la fièvre, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on imagine toujours qu'il faut traiter la fièvre, alors qu'en fait, souvent, il faut découvrir l'enfant, il faut jouer sur la température de la pièce, on va l'hydrater. Ça fait partie vraiment des conseils de base. Et ensuite, on surveille son comportement. Un enfant qui tolère plutôt bien sa fièvre, qui continue à manger, à sourire, à faire ses petits jeux en étant au ralenti, hein, on est d'accord. Mais à ce moment-là, on ne fait pas grand-chose. On tolère cette fièvre qui aide aussi à s'en sortir. En général, c'est un virus. À l'inverse, un enfant qui est apathique, qui est vraiment pas comme à l'habitude, là, il faut donner du paracétamol. Et on va en redonner la fois suivante uniquement s'il est redevenu apathique, etc. Mais si, grâce au paracétamol, il va mieux et qu'il va à peu près bien dans sa journée, on ne traite pas. Et puis, il y a d'autres trucs aussi, hein, quand on parle de la fièvre, il y a d'autres trucs qui sont marrants. C'est les dents, tu vois, des trucs. Les joies. Quand les enfants font leurs dents, c'est vrai que moi, je me rappelle que ma fille, quand elle avait certaines poussées de dents, elle avait de la fièvre, elle avait les fesses rouges, et puis elle avait mal, tu vois. Enfin, on lui faisait des glaces au lait maternel pour
pour faire du bien, mais c'était vraiment, il y a certaines poussées qui étaient hyper dures et puis elle dormait pas. Et tu vois, ma fille, quand elle a de la fièvre, quand elle est malade, elle peut, ce qui est assez flippant quand même, alors là, je parle de ma fille à 3-4 ans, hein, ce qui est assez flippant, c'est qu'en fait, elle peut être, donc elle est au ralenti, ouais, elle est plutôt cool, du coup, elle est très dans les bras aussi, voilà, elle est très dans les bras, mais elle veut faire des trucs quand même et par contre, elle mange pas ou peu et ça, c'est flippant, en fait. Ouais, mais attends, je comprends tout à fait que ce soit flippant. Ça fait partie des besoins fondamentaux de manger. Alors, quand on est parent et qu'on se soucie de notre enfant, on se dit oh, mais il mange pas, c'est la cata. Alors, faut vraiment vous dire que quand on est malade, mais même nous, les adultes, quoi, on n'est pas bien, on n'a pas envie de manger, quoi. Donc, C'est vrai. vraiment, faut être entre guillemets vigilant. Ce qui va être vraiment important, ça va être surtout l'hydratation. Qu'un enfant boive régulièrement. Si possible, on va lui proposer de boire. Souvent, ça va être en fractionné pour que ce soit mieux accepté. Pour ce qui est de la nourriture, on va proposer des choses très simples, digestes, si possible, que l'enfant aime. Mais même, des fois, ça peut être juste un bout de pain, voilà, histoire qu'il ait quelque chose dans le bide, quoi, entre guillemets. Mais il faut vraiment se donner un petit peu de temps et pas du tout focaliser sur la nourriture. Je sais que c'est facile à dire, hein. Je suis désolée, il y a un côté très injonction là sur le coup là. Mais par exemple, je sais que une boisson sucrée, typiquement un bon sirop, déjà ça les requinque un petit peu et après ils auront envie de manger. Donc, on peut donner du sucre aux enfants comme ça quand C'est mal. mais sinon, c'est mal. Ouais, casser en plus, ouais, le sucre, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu antalgique, réconfortant. J'avoue que là, on a le droit. Ouais, et puis un petit coup de fouet, enfin, c'est une petite astuce aussi. C'est vrai que ça pour donner un petit coup de fouet pour manger derrière. Et puis après, peut-être faire un gros dodo parce que le corps a besoin de digérer. Et dans le cadre d'un allaitement au sein, du coup, moi j'ai entendu des médecins. Alors, voilà, on n'est pas là pour critiquer les médecins, je précise. Hein. Attention. Hein. Mais juste, j'ai entendu des médecins dire en fait, vous devez donner de l'eau en plus du lait parce que l'enfant ne boira pas assez. Et j'ai entendu du coup des personnes, des conseillers en lactation IBCLC dire non, non, en fait, la mère boit beaucoup, mais le bébé tète. Ouais, alors moi, je serais partisane de la seconde option. Ok. Alors, il y a peut-être effectivement des exceptions dans des périodes, on va dire, de canicule extrême. Voilà, donc à discuter toujours avec la personne qui nous suit, on va dire. Mais sinon, de manière générale, quand l'allaitement se passe bien chez un enfant qui est, on va dire, en bonne santé, de manière générale, non, il faut surtout proposer le sein à la demande. Et par contre, c'est vrai que la maman, ça peut un peu la fatiguer, donc il faut surtout bien qu'elle s'hydrate. Et voilà, c'est tout. C'est vrai que de toute façon, l'allaitement, c'est quand même quelque chose de très naturel. Donc si ça existe dans les pays chauds ou dans d'autres pays et que ça fonctionne, il n'y a pas de raison de supplémenter avec de l'eau. Il faut savoir aussi que dans le lait maternel, il y a tout ce qu'il faut pour hydrater l'enfant, qu'il n'y a pas forcément dans une eau pure. C'est pas mal, hein, mais une eau pour bien être hydratée, il faut qu'il y ait encore des nutriments et d'autres choses, des fois en plus. Donc typiquement, par exemple, quand un enfant est déshydraté aux urgences, on va lui donner... on va l'hydrater par les veines avec des solutions qui ne sont pas de l'eau pure. Donc voilà, donc dites-vous que si le bébé est allaité exclusivement, faut continuer et juste proposer. Et majorer aussi avec le pot à pot, parce que ça marche, du coup ça fait aussi monter le lait, grosso modo. Excellent conseil, merci Laure. Sur les pathologies que tu as évoquées, est-ce qu'il vaut mieux consulter un généraliste ou est-ce qu'il faut vraiment un pédiatre? Et puis, de manière plus générale, c'est quoi la grosse différence entre les deux quand même? Donc clairement, les deux sont médecins. Ils ont fait leurs études de médecine avec un externat et un internat. Le médecin généraliste, ça va être le médecin de famille qu'on connaît, le médecin qui va faire de la prévention, qui voit aussi bien les enfants que les adultes. Il peut avoir, comme moi par exemple, un diplôme universitaire en plus dédié à l'enfant. Ou moi par exemple, j'ai fait aussi un diplôme d'allaitement. Enfin voilà, ou être sous-spécialisé, on va dire, dans ce domaine-là si ça lui plaît. À l'inverse, donc le pédiatre, il va faire que ça, que de la pédiatrie, de 0 à 18 ans. Mon point de vue, tout simplement déjà, et ça va être vraiment pour tout au long de sa vie, parce qu'on peut changer aussi d'avis, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment un feeling avec son médecin. Ça, c'est la base, quoi. Il faut que son médecin... Alors, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il faut qu'on puisse quelque part un peu tout lui dire. Il faut qu'on soit franc, il faut qu'on se sente bien, qu'on se sente respecté.
Ça, c'est difficile aussi de trouver des fois la bonne personne. Des fois, on n'accroche pas. C'est Et vrai. pour moi, ça va être déjà ça la base. Ensuite, ben, les pédiatres, ils ont des spécialités que les médecins généralistes n'auront pas. Donc évidemment, si votre enfant a une pathologie cardiaque, neurologique enfin, voilà, ou autre, même pas forcément grave, pour moi, il faut vraiment aller voir des neuropédiatres, gastropédiatres, des gens qui connaissent vraiment la pathologie à fond. Ça, c'est pour moi indispensable. Sinon, de manière générale, si votre enfant il est en bonne santé, l'un ou l'autre, j'ai envie de dire, allez juste voir un médecin généraliste qui soit à l'aise avec la pédiatrie, mais je pense qu'il vous le dira très vite si c'est pas le cas. Enfin, j'espère. Je pense que c'est aussi son boulot que de dire j'ai mes limites. Ce domaine, ça je maîtrise pas. Allez voir mon collègue, la consultante en allaitement, enfin, etc. Ouais, bah oui, Voilà. oui. Et ça, c'est vrai que c'est des. Alors, il y a quand même peu, que ce soit chez les pères ou les médecins, de retours qui disent en fait, là, je maîtrise pas, vous devriez peut-être voir une consultante en lactation. C'est vrai? Ouais, Ah, dommage. Parce que ouais, ouais, c'est c'est dommage. tellement particulier l'allaitement que je pense vraiment qu'il. Enfin, ouais, voilà, faut un petit peu se former quand même, je pense. Mais Bah après, ça vient aussi du fait, je pense qu'en France, tu sais, la certification BCLC, elle n'est pas reconnue en fait par la ouais. Sécu, donc il y a un petit peu de chemin à faire quand même, parce que la reconnaître, ça veut aussi dire la conventionner, je suppose, Ouais. donc ça entraîne d'autres choses. Donc voilà, mais c'est vrai que ça peut être quand même intéressant, et je te rejoins totalement sur le fait que c'est important que le feeling passe avec le médecin, et ne pas hésiter à en changer, je pense aussi si besoin. Moi, tu vois, dans notre, moi j'ai de la chance parce que on a la pédiatre et la médecin. Franchement, nous, on a une pédiatre qui est. C'est marrant parce qu'elle n'est pas spécialement d'accord avec tout ce qu'on fait, tu vois. Mais en fait, elle a aussi compris, enfin, tel qu'elle me l'a dit, parce qu'on a une petite discussion il n'y a pas longtemps, elle m'a dit en fait, mon rôle, c'est pas spécialement d'être d'accord. C'est juste de m'assurer que vos choix sont pas contre l'intérêt de l'enfant et dans la mesure du possible, de vous accompagner dans vos choix, quoi. Et c'est marrant parce que tu vois, quand Sarah avait 12 ans, elle m'avait dit elle est toujours allaitée. Oui, va peut-être falloir penser à arrêter là. Et je lui avais simplement, moi, très clairement répondu bah, docteur, je vais pas dire son nom, docteur, qu'est-ce qui vous permet de ça? Quelles études? Et en fait, elle est très drôle parce qu'elle a levé le nez en l'air comme ça, elle a fait ah ben rien, vous avez raison, continuez. C'était juste là, son avis personnel, et en fait, elle est capable de ça. Et surtout, ce qui est génial avec d'ailleurs tout ce cabinet de pédiatrie, c'est qu'ils ont beaucoup de créneaux d'urgence en fait. Tu peux vraiment les appeler et avoir un rendez-vous dans la journée. Et ça, franchement, c'est ultra précieux quand t'as flippé. Donc, c'est vraiment top. C'est vrai. Mais bon, déjà, on a compris, en fait, l'important, c'est surtout la relation. Et après, si jamais le généraliste est pas assez compétent sur une pathologie, il va être capable de dire allez voir le pédiatre, ou alors, quitte à dire aussi peut-être aller aux urgences ou aller passer tel examen. Voilà. Bien sûr, Euh, bien sûr. Mais c'est vrai que pour moi, ce rôle de médecin de parents et d'enfants, j'englobe vraiment toute la famille. Ça va être vraiment aussi ce rôle d'explication, quoi. C'est hyper important de donner voilà, ces petits tips, ce qu'il faut regarder quand l'enfant est malade, le pourquoi on ne donne pas forcément des antibiotiques. Enfin, c'est des petites choses, mais en fait, d'avoir ces armes-là, ça permet aussi de souffler un petit peu, quoi. Les antibiotiques, c'est pas automatique? Et voilà. La pub marche. La pub marche, ouais. Mais tu vois, montrer des gestes aussi, le mouchage, alors les médecins ne le font pas tous, mais pour moi, ça, c'est vraiment la base. Tu vois, typiquement en ce moment, avec les virus, la VRS de la bronchio qui est là, il faut moucher, moucher, moucher. Et moi, je me souviens quand c'est arrivé à mon aîné, mon premier enfant, il y a eu une période, je me le mouchais 20 fois par jour et j'avais appelé un ORL. Je lui avais dit, écoute, mon pote, dis-moi, est-ce qu'il y a un risque pour les oreilles? Il y a quelque chose? Et il dit, non, non, vas-y. Et fais pareil avec tes patients, dis-leur que tu peux y aller. Et ça, si on ne l'entend pas de quelqu'un qui est passé par là, et ben on se dit, on a peur, je vais l'irriter, je vais lui faire mal. Alors qu'en fait, non, c'est ce qui va le guérir. Au contraire, lui éviter peut-être un passage aux urgences au bébé. Beh, c'est ça. Et puis après, c'est vrai que alors le mouchage, on se parle du lavage de nez, c'est ça? Oui, La bronchio, c'est la bronchiolite. pardon. Et, euh, et non, mais je précise, mais je pense que tout le monde, la bronchiolite, c'est quand même très connu en dessous le terme bronchio. Mais c'est vrai que le lavage de nez, c'est quand même une expérience incroyable. Traumatisante, on peut le dire. Moi, je suis sorti en pleurs hein, Oh. Ah ouais, la première fois que je l'ai fait seul, en tout cas, puisque souvent on le faisait à deux avec ma compagne parce que c'était pas facile, mais des fois, t'es tout seul, il faut y aller, quoi. Ouais, je suis sorti en pleurs parce qu'en fait, tu sais, elle était vraiment petite, hein, elle avait moins de 9 mois, je crois. Ça fait des bruits bizarres quand même, tu vois, justement, quand ça sort, et puis après dans la respiration. Et en fait, moi, comme c'était les premières fois que je faisais ça, en fait, j'avais l'impression que j'étais en train de la noyer, quoi. Mais je sais que rationnellement, je savais que ce que je faisais, c'était OK, tu vois.
En plus, tu vois, avant, je l'avais emmailloté, tu vois. On voit des techniques comme ça où on dit qu'il faut mettre le coude sur la... Je sais pas si tu l'as vu, cette vidéo, où il faut mettre le coude Le sur la catch, ouais, tête je de vois très l'enfant, bien. pour le forcer, alors qu'il y a d'autres vidéos. Là, pour le coup, je vais citer, parce que je veux mettre son travail en avant, c'est Audrey Njavé Sulpizi, qui explique, ben non, on peut l'emmailloter, on peut le rassurer avant, et moi, j'avais fait tout ça, si tu veux. Et en plus, elle pleurait à peine, quoi. Mais moi, les bruits, tout, mais j'avais l'impression que je la torturais. Et en fait, tu vois, je me demande si, tu vois, si ce sentiment que j'ai ressenti, cette émotion qui a été compliquée à parfois, c'est pas justement un frein, tu vois, pour certains parents qui ont finalement plus de mal avec ce que ça leur fait ressentir de faire l'acte, plutôt que l'acte en lui-même où ils comprennent bien l'intérêt de santé, tu vois. Mais très certainement, Donc il y a ça, oui. et puis après, il y a des astuces qu'on connaît pas assez. Moi, la seringue avec embout souple, j'ai découvert ça quand ma fille avait 2 ans, mais alors qu'on peut l'utiliser dès 4-6 mois à peu près. Ouais. Mais c'est génial! Mais c'est génial ce truc! Enfin, moi, pour moi, ça a été une vraie révolution. Et je suis content parce que grâce à la poussée sur les réseaux sociaux, alors je sais pas si c'est le cas à Paris ou si on en parle autour de toi, mais tu vois, par exemple, dans ma pharmacie, grâce à la poussée sur les réseaux sociaux, ils en ont commandé et moins cher que sur Internet, quoi. Ah, génial. Donc c'est juste trop bien, quoi. C'est top. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a ces gestes-là qu'il faut connaître. Et justement, quels sont les autres gestes bon, là, on parle de lavage de nez. Après, le lavage de nez, ça résout quand même beaucoup de trucs, hein, Oui, oui, oui. concrètement. Si on lave le nez fréquemment, moi, je le fais moi en tant qu'adulte déjà aussi. Mais si on lave le nez fréquemment, c'est vrai que ça permet de limiter quand même beaucoup de choses. Quel autre geste on pourrait avoir comme ça pour limiter ou est-ce qu'il y a des gestes de prévention déjà? Ouais, alors je dirais plutôt de l'observation au-delà du geste. Par exemple, on parlait de la bronchiolite tout à l'heure. Un enfant, il peut faire beaucoup de bruit, ça peut être souvent impressionnant, mais il y a déjà des petites choses à regarder pour voir si en fait il respire vraiment bien ou pas. Et donc on va regarder par exemple les ailes du nez, est-ce qu'elles battent? Alors c'est particulier, mais n'hésitez pas à demander à votre soignant de vous montrer comment ça se passe. Les ailes Mais, du nez? ouais, les ailes du nez, donc c'est le côté des narines là qui va D'accord. battre comme ça. Donc je bats des narines. En fait, ça, ce sont les ailes du nez. Ouais, Ok, les ailes d'accord, du nez très bien. qui battent. Et puis il y a ce qu'on appelle les tirages, c'est quand ça creuse au niveau des clavicules, au niveau des côtes. Il y a aussi le balancement abdominal, thoraco-abdominal. Ça va être le ventre qui va se gonfler quand on inspire. C'est quand même un peu bizarre. Mais ça va être un enfant qui va céder finalement de ses muscles accessoires pour respirer. Et donc ça, c'est des petites choses qu'on peut regarder. Parce que si on n'en a pas, ça veut dire qu'il n'en a pas besoin, c'est OK, même s'il fait plein de bruit. Mais par contre, voilà, s'il y a beaucoup de tirage ou s'il y a l'utilisation de ses ailes du nez, par exemple, ou le balancement thoraco-abdominal, consultez parce que c'est des signes de difficulté respiratoire. Alors du coup, pour le dire avec mes mots, premier point, c'est les narines qui battent. C'est ça? C'est ça. Deuxième point, Le tirage, c'est du creusement de d'accord. la peau au niveau des clavicules, Au niveau des au-dessus clavicules. du sternum et aussi au niveau des côtes, D'accord. où ça va creuser entre les côtes. On va imaginer Ok. vraiment la peau qui creuse. Et juste en bas du cou. Ouais. Ok. Et après, c'est la respiration, moi que j'appelle la respiration ventrale du coup. Ouais, Donc avec le ventre il faut que le ventre se gonfle à l'inspiration. Ouais. Alors, c'est surtout pas il faut, mais par contre, on va observer et chercher ces signes. Et si on voit ces signes-là, quand l'enfant respire, s'il utilise vraiment beaucoup son ventre, c'est des signes de difficulté respiratoire. Donc, Ah ouais? il faut inviter à consulter. Ouais. Ah bah tu vois, moi j'aurais pensé le contraire. Je pensais que la respiration ventrale, tu vois, par le nez, avec le ventre qui gonfle et qui se dégonfle, c'était justement plutôt une bonne respiration. Alors, si vous voulez, sur mon compte, j'ai fait une petite capsule Yes. avec des explications sur la bronchiolite. Et en fin de diaporama, on va dire ça comme ça, il y a des petites vidéos que j'ai retrouvées sur le net, qu'on peut retrouver très facilement sur YouTube avec tous ces tirages et puis la respiration. Yes. Ça peut vous aider de voir. Sur ton compte Instagram? Ouais, sur Instagram, lecoeurnet.info. Ok, très bien. Sur TikTok aussi? Alors, je suis sur TikTok, ouais. Ça marche très bien sur TikTok. Et par contre, je cible plus ados. Donc, vous verrez plus des questions autour de la sexualité, de la contraception, mais qu'on retrouve aussi sur Instagram aussi de temps en temps. Très bien. Est-ce qu'il y a des maladies qui sont bénignes quand même et qui ne nécessitent pas un passage chez le médecin et dont on peut traiter les symptômes soi-même? Oui. Et si oui, par contre, jusqu'à quel point? Tu vois, par les exemples que tu as donnés, parce que je m'autorise à penser que des maladies bénignes, même si on traite les symptômes, elles peuvent peut-être se suraffecter ou autre. Je ne sais pas si j'utilise des bons mots, mais voilà. Et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut les traiter? Est-ce que tu as des exemples de ça? Alors, c'est vrai que jusqu'à ici, je parlais de ce qu'on peut prendre en charge à la maison, mais aussi ce qu'on peut prendre en main en allant chez le médecin généraliste. Là, on va basculer, on va dire, du côté urgence. Donc, quand est-ce que ça s'aggrave? Quand est-ce qu'il faut aller aux urgences? Déjà, vraiment, si vous avez un bébé, mais ultra jeune, qui a moins de 6 semaines,
qu'il y a quelque chose de bizarre, soit de la fièvre, soit vous le trouvez mou, soit pas bien, vous allez direct aux urgences. Vraiment, vous ne posez pas la question. Alors, quand je dis les urgences, vous pouvez évidemment aussi appeler le 15 qui vous emmènera là-bas. Il n'y a pas de souci. C'est un nouveau-né. Nous, on va très facilement faire des analyses des urines. On va faire un check-up global chez les tout-petits. Après, ça va être... je reviens à la respiration difficile, mais typiquement, les enfants qui seraient très mous, très, très léthargiques, vraiment dans un état particulièrement difficile, qui ne supporterait pas une infection qui pourrait être bénigne, mais quand même, des fois, on ne supporte pas. Des fois aussi, malheureusement, on convulse. Alors ça va être en cas de fièvre. Alors, une petite précision, parce qu'il y a des fausses croyances. Beaucoup pensent qu'on convulse, les enfants peuvent convulser quand on a 42 de température. En fait, ce n'est pas du tout vrai. C'est vraiment le cerveau qui réagit mal à la température, mais ça peut être aussi bien un 38 qu'un 40. Et D'accord. ça peut arriver, c'est le hasard, en quelque sorte. Donc, en cas de convulsion... ça doit être impressionnant, quand même. C'est impressionnant, ouais. Parce que ma fille l'a pas fait. Hein. Ouais. Si elle avait convulsé, je pense que j'aurais bien flippé. Ouais, dans la majorité des cas, c'est vraiment pas grave, mais c'est vrai qu'il faut garder son sang-froid, appeler les urgences, mettre son enfant en PLS, en position latérale de sécurité, et attendre. Et ce que disent souvent les parents, c'est que même si c'est réglé, que ça s'arrête en 3-4 minutes, on a l'impression que c'est éternel et que ça s'arrête pas. C'est très, très long pour les parents. Je profite du fait que tu parles de la PLS pour dire 2 choses. La première, c'est que nous, on l'a fait. Je vous invite, je vous encourage à vous former aux gestes de premier secours sur les nourrissons, sur les enfants. Franchement, ça rassure. Et moi, j'ai eu besoin de l'utiliser, pas sur ma fille, mais sur d'autres enfants. Et c'est trop chouette, en fait, d'avoir les bons gestes qui reviennent. Et n'ayez pas peur aussi, parce que souvent, quand on se forme aux choses de sécurité comme ça, on se dit qu'on va pas y arriver sur le moment. Vous y arriverez sur le moment. Croyez-moi, ça va revenir d'un coup, même si ça fait quelques temps. Après, vous pouvez vous former plusieurs fois. Moi, je pense que je me reformerai si on a un autre enfant. Et l'autre point, en fait, c'est juste pour vous dire que si vous souhaitez réagir à l'épisode, vous pouvez aller sur SpeakPipe, sur le lien qui est en description de l'épisode. Vous pouvez laisser un message vocal, même depuis votre téléphone, 5 minutes à Maxi, laissez-en plusieurs si besoin, pour réagir, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je répondrai dans le podcast, bien entendu, et si besoin, je solliciterai Laure pour avoir des détails sur une réponse. N'hésitez pas à faire ça. Et donc là, on a parlé des moments où on va aux urgences. Et qu'est-ce qu'on peut traiter chez soi, en vrai beaucoup comme de symptômes. choses. Est-ce que vraiment il y a des maladies bénignes qui sont connues? Est-ce que quand les médecins parlent entre eux, ils se disent oh là là, ils sont encore venus consulter pour tel truc alors que ça aurait pu être traité à la maison? Alors, je vous ai donné Vas-y, balance. grosso modo ce qu'il fallait faire en cas de bronchiolite. Donc, en gros, si votre enfant a un rhume, il faut bien le moucher pour éviter que ça tourne dans les bronches. Mais ce qu'il y a en ce moment, par exemple, c'est des gastro-entérites, vraiment comme chez l'adulte. Alors là... c'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Ouais, on refait les murs. C'est l'enfer. C'est dur. Mais alors chez les enfants, on donne plus en tout cas de traitement pour ne pas vomir, ça n'existe plus. D'accord. Et par contre, il existe des traitements contre la diarrhée, clairement. Il faut aussi fractionner les repas. Il y a des petites choses à faire quand même. Ouais. Parmi les choses à savoir surtout, en fait, je vous disais, on ne consulte pas forcément. Mais encore une fois, on observe son enfant. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il boit un petit peu? Un enfant qui porte des couches, il faut surtout observer ses couches. Alors, je vous disais les critères pour aller aux urgences. Un enfant qui ne fait plus pipi, clairement, c'est urgence. On va aux urgences. Voilà, il sait qu'il est déshydraté. Là, sur la gastro, notamment. Ouais, notamment sur la gastro. Donc, on contrôle les couches de pipi. Il y a les solutions hydratantes aussi. Moi, je crois que j'avais donné ça à Sarah quand elle était toute petite. Tout à fait. Alors, s'ils acceptent de boire, parce qu'il y a différentes formes de gastro, mais les solutés de réhydratation orale, SRO, c'est un mélange qu'on va faire dans un biberon et qu'on va proposer à volonté au bébé. Et moi, je conseille vraiment de laisser même un biberon dans le lit. Des fois, ils sont même tout jeunes, ils arrivent à gripper le biberon et à boire un coup. Et concernant l'allaitement et la gastro, la question piège. On maintient l'allaitement. On maintient l'allaitement, même si l'enfant le revomit, même si... Ouais, alors c'est ça, c'est vraiment délicat. Souvent, on maintient et on arrive à maintenir. Après, il faut essayer d'espacer si on peut. Alors, je sais que tout à l'heure, je vous disais à la demande, mais c'est vrai que quand il y a des vomissements itératifs, ça entretient en fait les vomissements. C'est comme chez l'adulte, en fait. Et ouais, mais du coup, tu vois, enfin, je vais peut-être dire des bêtises, hein, tu me dis, mais non. Je me dis, le petit bébé, il est là, il a soif, il a faim, sa source de nourriture, c'est l'allaitement.
mais on lui dit non, donc il pète un câble, en plus, voilà. Et si la diarrhée continue derrière, enfin, tu vois comment. Ouais, mais gros risque de déshydratation hein, Ouais. dans l'exemple que tu me C'est ça cites. aussi. Tu vois. Donc, quand il y a des vomissements incoercibles comme ça, il faut aller aux urgences, chez les tout petits. Ou... Voilà, D'accord. je vous disais, en fait, il faut savoir qu'aux urgences, ce qui se passe, et moi, je le précise vraiment quand les patients viennent me voir, l'idée, c'est de... Souvent, on perfuse l'enfant pour le réhydrater un peu, qu'il se sente un peu mieux, et après, il arrive à boire. Voilà, c'est pas du tout... on n'arrête pas l'allaitement. On va pas aux urgences pour avoir une solution autre ou du lait qui serait pas... C'est-à-dire qu'on peut très bien le perfuser pour qu'il soit réhydraté, qu'il ait la force de boire. De boire, et même de boire au sein. Quoi. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Merci, c'est bon à savoir ça. Ok, donc on a parlé gastro. T'as parlé de pas faire pipi. Moi, je me rappelle d'une question que je m'étais posée à laquelle je m'attendais pas. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je m'attendais pas quand ma fille était bébé. Tu dis qu'il faut garder dans la couche, et c'est quelque chose que je faisais régulièrement. Et je m'attendais pas. Je me rappelle très bien parce qu'il était 2h du mat en pleine nuit à chercher sur Google c'est quoi la tête normale d'un caca de bébé allaité, tu vois. et j'ai vu qu'il y en avait plusieurs quand même. Ah oui, ils ont des têtes rigolotes. Et à quel moment on s'inquiète, à quel état de sel on s'inquiète pour le bébé allaité au sein, et peut-être pour le bébé qui n'est pas allaité au sein, je ne sais pas s'il y a des grosses différences. Alors ça, vous pouvez... c'est vrai qu'on le voit sur Internet, les selles des bébés allaités, elles sont jaune, or. Un allaitement qui fonctionne, c'est vraiment une couleur particulière, moutarde, un peu comme ça. C'est vrai, ouais. Ça peut être impressionnant quand on ne le sait pas. Voilà. Donc, c'est ça qui m'avait fait flipper, moi. Ouais, mais je peux comprendre parce qu'effectivement, oh là là, docteur, pourtant on lui a rien donné à manger. Mais non, mais c'est ultra chelou quand même, un enfant. Enfin, c'est chelou, c'est jaune, ça brille. Et puis quand elle vient de naître, elle te sort un espèce de truc dégueulasse, visqueux, là, qui colle partout. Ah oui, le méconium. Ouais, voilà, vert marron, c'est l'enfer. Après, elle te sort... Enfin bref, le caca, c'est quand même un vrai sujet de parents hein, quand on y pense. Alors pour répondre à la question caca, voilà, les bébés non allaités ils vont avoir des selles un peu plus marron et non jaune. D'accord. Par contre, la grosse inquiétude qui doit vous faire consulter aux urgences, c'est des selles qui seraient blanches ou décolorées, qui vireraient au blanc, et c'est un signe d'atteinte du foie. Donc il faut vraiment aller aux urgences. Voilà, c'est rare, hein, c'est très très rare. Ok, alors on précise du coup que quand Laure Gessler dit que quand vous voyez ça, vous allez aux urgences, donc là vous pouvez vous inquiéter, c'est-à-dire que dans tous les autres cas, ça va. Non, mais je précise parce que souvent, quand on dit que les choses qui vont pas, les gens, ça peut les faire flipper quand même. Et à juste titre. Hein. Mais en fait, ça veut dire que tout le reste, ça va. C'est-à-dire que même si le caca est un peu verdâtre, un peu machin, et en plus, après, avec la diversification, ça change, ça se complique. Mais non, mais c'est merci pour ça. Donc, on a les gestes de lavage de nez pour la bronchiolite, l'hydratation, vérifier la respiration. Est-ce qu'il y a d'autres maladies très bénignes comme ça qu'on peut gérer ? Alors, je dirais bien facilement la varicelle. J'aimerais bien en parler parce que les bébés qui sont touchés sont souvent ceux qui ont un grand frère ou une grande sœur qui est en âge scolaire ou qui est déjà à la crèche, etc. et qui va leur fourguer au bébé. Alors, c'est vrai qu'en général, les boutons, on les connaît, on voit que c'est ça. Alors, c'est toujours bien de consulter auprès de son médecin généraliste pour avoir un avis, ou sa pédiatre, pardon, ou de son pédiatre, pour avoir un avis et un réel diagnostic si on a un doute. Mais de manière générale, voilà, on voit ce que c'est. Et parmi les choses toutes simples à faire, c'est couper les ongles du bébé pour pas qu'il se gratte et qu'il surinfecte les petits boutons. Tout bête, Désinfecter. Et voilà, contrôler, surveiller. Comment on désinfecte du coup on désinfecte quoi, les boutons qui ont percé? Ouais, c'est ça. Alors en fait, l'évolution normale du bouton, ça va être une espèce de bulle. C'est très glamour ce que je vous raconte. Mais c'est bon, ça, on est dedans. On parle caca. Allons-y. On est là, on est dans la vie de parents. Là. On a les mains dans les couches. Donc ça va être une espèce de bulle dans laquelle il y a un bouton entre guillemets translucide, enfin un liquide translucide. Et cette bulle, elle va se transformer en croûte. Donc il y a un bouton, ça a cette tête-là. Okay. Mais quand il est au stade de bulle, il y en aura d'autres au stade de croûte et d'autres qui apparaissent en fait. Ça va durer et s'alterner. Alors tant qu'il n'y a pas ces croûtes, ça ne se termine pas, ça peut être assez long. Ça peut durer une semaine, 14 jours maxi. Ouais, c'est long. Et par contre, il faut savoir que ça peut faire des marques. Donc on aime bien aussi mettre de la crème solaire après parce que ça peut laisser des petites cicatrices. C'est pas très grave. Mais, d'accord. Voilà, donc moi, il y a des produits, je ne sais pas si je peux en parler, mais il y a des produits en spray qui sont asséchants, qui fonctionnent très bien aussi sur les fesses des bébés
qui feraient leurs dents parce que ça sèche à fond et ça marche super bien. Moi, je prescris ça facilement et ça évite que ça macère, notamment dans les petites zones des couches ou des plis. Voilà. C'est une bonne astuce, je prends. Et juste comme ça, là, c'est vrai qu'on est plutôt sur un nourrisson, mais pour les plus grands, est-ce que tu as des astuces pour éviter de se gratter? Je pense que ça peut Ouais, c'est intéresser vrai. quand Alors, il même. ne faut pas hésiter à leur en parler. Hein. Ils comprennent, Ouais. hein, on leur explique, faut pas que tu te grattes. En plus, quand on se gratte, on a encore plus envie de se gratter. Ben ouais. Des fois, on prescrit un traitement antihistaminique, ce qu'on prescrit en cas D'accord. d'allergie, hein, pour éviter les grattages. J'ai pas d'astuce miracle. Voilà, on va pas leur mettre des gants à ces pauvres enfants. Je veux dire, on va pas être maltraitant. Je pense vraiment beaucoup leur parler, surtout bien couper les ongles. Et puis peut-être, j'ai envie de dire, faire diversion aussi. Voilà, parler d'autres choses. C'est pas grave ce qui se passe. Voilà, faut juste pas trop y toucher. Est-ce que y a un vaccin contre la varicelle? Oui, depuis peu, notamment pour les femmes enceintes. Yes. Ouais, C'est pour chaque les adultes? grossesse. Ouais. Pour chaque grossesse, faut le refaire? Ouais. Ah ouais? Et il reste pas? Non. C'est une protection pour le d'accord. bébé à venir. Voilà. D'accord, tu vois, je savais pas. Moi, figure-toi que je fais partie des gens qui... parce qu'on voulait se vacciner avec ma compagne. Donc, notre médecin traitant de l'époque nous avait fait une sérologie. Et ben, j'ai découvert que j'étais immunisé. Donc, il m'a dit, vous l'avez déjà eu? Je dis, non, je l'ai jamais eu. Il me dit, en fait, vous faites partie des rares personnes qui l'ont eu sans symptômes. Bien. Voilà, Cette j'étais chance. content parce que je me rappelle très bien que ma sœur l'a vu, c'était l'enfer pour elle. Et que ma mère, du coup, m'avait empêché d'aller à l'école parce qu'elle voulait que j'ai la varicelle. J'ai une grande sœur de 3 ans, je me rappelle. Elle voulait que j'ai la varicelle. Et en fait, du coup, elle était dégoûtée. Non, mais parce qu'apparemment, c'était important, tu vois, de l'avoir enfant plutôt. Bien Il sûr. paraît que chez l'adulte, c'est l'enfer. Et en fait, du coup, on pensait que je l'avais pas eu. Et finalement, j'ai appris que je l'avais eu, mais sans symptômes. Voilà, vous pouvez me détester. Vous avez le droit, c'est autorisé. Trop de chance. Écoute, Moi, j'ai eu la varicelle sans symptômes. voilà, et toc. Voilà. Et moi, mon enfant, il a dormi à 3 semaines. Il a fait signe à 3 semaines, et toc. Les croyez pas, en fait, c'est des Et gros ça va mythos. pas durer de toute façon. Si, ça peut marcher, mais ça va pas forcément durer. Et si ça dure, tant mieux. Et si ça dure, tant mieux. Voilà, disons-le aussi, parce qu'on a le droit d'être des parents avec des enfants dont les spécificités de l'âge ne nous posent pas de problème. Parce que ne pas dormir, c'est normal pour un bébé. Enfin, ne pas dormir un autre cycle, en tout cas, c'est normal. Et j'ai envie de dire, c'est bien de le reconnaître aussi. Quand il y a des périodes qui vont bien, ça fait du bien, ouais. C'est important de le dire. De le dire peut-être dans son couple, mais aussi de le dire à l'enfant. Ouais. Ouais, c'est cool en ce moment, c'est simple. T'as remarqué, il n'y a pas forcément de colère, tout est cool. Voilà, c'est du renforcement positif, en fait. On se sent bien. Tu vois, et c'est marrant parce que en France, on a quand même beaucoup tendance à parler des méthodes négatives. Tu vois, alors là, on dévie un peu sur l'éducation, mais genre la punition et tout, tu vois, mais on parle rarement des renforcements positifs. Je sais pas quand l'épisode sortira exactement, mais il y a quelque chose qui arrivera sûrement après. Mais il y a quelque chose qui arrivera là-dessus, très spécifiquement là-dessus. Donc, stay tuned, comme on dit en anglais. Comment est-ce qu'on gère? Tu nous as beaucoup dit justement quand c'est qu'on doit aller aux urgences, qu'on doit aller chez le médecin. Donc voilà, je répète et je rappelle que du coup, hormis les cas qu'elle a évoqués, même ceux les plus généraux, ça veut dire que ça va, ça veut dire que vous gérez, ça veut dire qu'on gère quand même, ça veut dire qu'on est des super parents qui prenons soin de nos enfants, même s'ils ne sont pas en pleine forme. On est là, on prend soin d'eux et c'est super chouette. Et donc, voilà, ne remettons pas en cause nos compétences parentales parce que notre enfant a de la fièvre, parce qu'il n'a pas faim, parce que voilà, ça va, on peut se le dire. Ça va, on peut se le dire. Et rien même que le fait de se poser la question, j'ai envie de dire, c'est déjà avoir fait une partie du boulot. Exactement. C'est sans souci. Et vraiment, bravo. Et puis déjà, voilà, d'écouter les podcasts, d'aller chercher des infos auprès de personnes qui en donnent, je trouve que c'est déjà une bonne partie du boulot. Ouais, c'est bien. Et alors, soyons très clairs. Comment est-ce qu'on gère le stress des parents face à ces maladies ou à ces symptômes qui nous sont inconnus quand on est primipare, je le rappelle, quand on est primipare, c'est notre premier enfant, ou même ceux qui sont connus, hein, parce que c'est bien gentil d'avoir écouté le podcast de Papatriarcat avec Laure Gessler, mais moi je vois que mon enfant il fait des trucs chelous et j'ai peur. Alors comment est-ce qu'on gère ça? Alors peut-être en tant que médecin, et si tu peux essayer de nous donner des astuces qui peuvent marcher aussi dans le couple, parce que ça peut arriver, hein, je sais pas si c'est du vécu de ton côté, mais ça peut arriver qu'il y ait un parent qui soit flippé à mort et où l'autre se dit attends, là, on va se calmer, tu sais, j'ai écouté le cœur net, elle a dit ça. Ouais, c'est vrai. Alors, chez le médecin, des petites astuces. Alors, moi, ce que je vois beaucoup, c'est les listes
Clairement, hein. Faites des listes, moi ça me choque pas du tout. Voilà, si on a des questions, s'il y a bien un endroit où on peut vous répondre, c'est chez le médecin. Moi, je conseille facilement aussi de se rendre en PMI. Je sais pas si tu connais bien, Cédric. Donc la PMI, c'est la protection maternelle infantile. C'est ça. C'est quelque chose que je recommande à chaque fois en première intention. On a un épisode bonus spécifique avec la docteure Annelise Ducanda, qui est un des rares épisodes bonus qui est accessible tout public gratuitement. Justement parce que la PMI c'est important et que là en plus il y a encore des médecins très spécifiques puisque dans le cas du docteur Ducanda par exemple, elle est médecin généraliste spécialisée dans le développement de l'enfant du fait de sa pratique et des formations qu'elle a eues et c'est super intéressant et les PMI on trouve plein de trucs et c'est gratuit. Ouais, voilà, moi j'y ai travaillé pendant 4 ans et c'est vrai que c'est des lieux où vous avez aussi une infirmière puéricultrice, des psys, des contacts, des aides sociales aussi. Hein. Ça, on les oublie souvent. Je pense particulièrement aux parents qui seraient seuls. On peut avoir des aides en PMI, hein, des aides pour un peu de ménage, pour des courses. C'est des choses, des aides humaines. Hein, des aides humaines, des travailleurs sociaux qui peuvent venir vous apporter de l'aide et ça c'est génial. Ouais, c'est vraiment vraiment important qu'il y ait ça. Il faut investir les PMI. Excuse-moi, je permets d'insister là-dessus. Les PMI, outre le travail d'aide aux parents, c'est un service qui malheureusement, comme beaucoup de services publics, qui connaît de grosses difficultés. Il faut les investir au maximum. Il faut en parler à vos élus. Il faut que ça soit un sujet, que ce soit pour l'aide aux parents, mais aussi pour d'autres raisons, parce que c'est aussi ce qu'on appelle un organisme régulateur. C'est la PMI qui décide ou pas d'ouvrir des crèches, par exemple, dans tel et tel endroit, qui va valider les process utilisés dans les crèches pour les ouvertures de crèches. Donc voilà, c'est un organisme qui est très, très, très important dans notre société pour la petite enfance et il faut l'investir au maximum. Voilà, c'était mon petit message militant que je voulais passer. Ce que j'aime bien aussi dans ces services, c'est qu'il y a des regroupements de parents. Des fois, ça va être pour parler du portage ou d'allaitement, ou de thèmes divers et variés. Mais ce qui est chouette, du manque de sommeil. Beaucoup moins seul. Oui, du manque de sommeil. Mais c'est hyper important de partager, de se dire, quelque part, des fois, ça rassure un peu de savoir que chez l'autre aussi, c'est galère. Et c'est pas pour se comparer, c'est aussi juste pour apporter un petit peu, des fois, des astuces. Et on a souvent aussi un peu plus le temps que chez le médecin, malheureusement. Vu le contexte et la conjoncture, le médecin il a toujours des horaires un peu précis, alors qu'en PMI, on peut des fois y rester plusieurs heures avec de l'écoute et vraiment cette dimension psychosociale qui me plaît beaucoup. Tout à fait. Voilà, donc j'ai un peu dévié, mais quand on est stressé, c'est bien d'aller vers des gens aussi qui prennent le temps. Des fois, certains médecins arrivent à prendre le temps, mais pas toujours. Je trouve que les listes, c'est quand même chouette. Je pense qu'il faut aussi communiquer dans le couple aussi pour partager la charge parentale. Je le dis gentiment, mais bon, si je peux me permettre... les darons, sortez-vous les doigts. Ouais, sortez-vous les doigts parce que, en gros, vous êtes là aux 2 premières consultes, à la rigueur au premier vaccin, mais en fait, souvent derrière, c'est juste les mamans. Hein. Moi, je le vois très bien. Et alors, pour des raisons qui sont propres et qui sont liées au travail souvent, mais quand même, je trouve que des fois, d'avoir un accompagnement à ce moment-là et d'avoir une écoute double, c'est bien. Puis ensuite, pour répondre à ta question, dans le couple, alors chez moi, clairement, c'est biaisé parce que je suis le médecin et que le papa n'est pas médecin, donc c'est un peu moi qui gère le côté médical. Mais de manière générale, c'est pas évident. Des fois, même, ça va être juste sur comment on l'habille, qu'est-ce qu'on met pour aller faire notre petite balade et on se prend la tête dans le couple parce qu'on n'est pas d'accord. Ouais, c'est pas toujours simple. Il n'y a pas de règle absolue. Je pense qu'il faut rester sur les conseils qu'on nous aura donnés, médicalement parlant en tout cas. Et puis, peut-être aller chercher ces petites vidéos sur Internet. Je reviens à ça, mais qui résument un petit peu les pathologies, qui vont vous dire, il faut regarder ci, ça et ça, ayez confiance. Les vidéos des pros de santé. Oui, des pros de santé, bien sûr. Je ne vais pas citer que les miennes, parce qu'il y en a d'autres. Oui. Non, mais je précise parce que sur Internet, il y a aussi des vidéos qui ne sont pas des gens de pros de santé. Oui, justement. Donc, bien se rendre sur des comptes de personnes qui font de la vulgarisation très scientifique, avec des études au bout, où on vous dit des choses qui sont justes et qui ne sont pas n'importe quoi. Voilà. Et non, mais c'est vrai parce que c'est important. Je précise aussi, hein, pour vous, comme tu me diras si tu es d'accord avec le conseil, mais pour vous comme pour vos enfants, ne cherchez jamais de liste de vos symptômes sur Internet.
C'est le meilleur moyen de penser que vous allez mourir dans l'heure. Et regardez pas non plus les effets secondaires des médicaments. Parce que là, c'est fini, vous les aurez forcément. C'est terminé, c'est vrai, c'est tellement ça. Ok, donc du coup, pour essayer de gérer son stress quand on voit son enfant malade, est-ce qu'il y a, à part ça, à part se renseigner, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu as une dernière astuce peut-être? Moi, ce qui fonctionne bien, je trouve, c'est déjà gérer le stress de manière générale, parce que en fait, pour aider son enfant, il faut déjà qu'on soit bien nous. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on prend vraiment du temps pour soi? Est-ce qu'on fait, par exemple, un peu de sport? Est-ce qu'on se met un peu au vert? Est-ce que est-ce qu'on connaît par exemple des petites techniques qui luttent contre un peu l'anxiété et le stress? Voilà, la cohérence cardiaque, le yoga, il y a plein de trucs. Après, il faut vraiment essayer, je pense, de se connaître. Je trouve que l'arrivée d'un enfant, ça aide quand même beaucoup en ça. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que ça va être passer un coup de fil à ma meilleure pote, prendre un bain, lire un livre? Je pense que vraiment, il faut ne jamais, jamais mettre de côté ça. Et c'est difficile, surtout au début quand il y a la fatigue, etc. Mais je pense que si on est nous aussi un petit peu dans un truc de développement personnel et c'est de se trouver, de savoir ce qui nous fait du bien, ça va être une des clés pour aussi, entre guillemets, gérer ses émotions à la maison. J'ai une dernière question pour finir. Quels sont les bruits ou les comportements les plus surprenants chez un nourrisson et pourtant qui sont tout à fait communs et qui ne nécessitent aucune inquiétude? Naso, bucco, anneau. Vas-y, développe. Cette phrase est trop drôle. On en fera un truc sur les réseaux. Il y a moyen de s'amuser là, au niveau bruitage. Ouais, alors ne soyez pas surpris. Quand vous amènerez votre bébé chez vous la nuit, il y a des bruits. Des fois, ça empêche même de dormir. On entend. Ah, mais moi, c'était pas possible. C'était l'enfer. Je me réveillais, je dormais pas. Mais le pire, c'est que moi, si tu veux, j'ai bébé allaité, qu'au dodo, tu vois, donc j'étais plutôt cool, franchement, dans la vision de papa. Mais c'était les bruits. Les bruits, c'était dingue. J'ai mis du temps, j'ai mis des semaines à pas avoir peur de ces bruits, parce que tu peux les imiter si tu veux. Non, ça va, je vous ai pas dit. Mais il y a vraiment des bruits de dingue, quoi. Ouais. Et on comprend pas pourquoi un être aussi petit peut faire des bruits pareils. Moi, ça l'a fait pareil avec mes enfants, je vous rassure. Vraiment, alors s'il n'y a pas ces fameux bruits, vous inquiétez pas, tout va bien aussi. Mais en tout cas, c'est totalement normal que c'est un petit être qui se développe avec des organes qui se développent, des organes digestifs, on va dire. Donc forcément, il y a plein de bruitages. Des fois, ils sont un peu ballonnés en plus. Alors des fois, il y a aussi ces histoires de petits réveils qui peuvent se passer chez les petits. Donc ils vont un petit peu crier, un peu pleurer. Puis en fait, c'est un sommeil second, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout réveillés. On a l'impression qu'ils nous appellent. Alors on est debout au bord du lit, à deux doigts de les prendre, alors qu'en fait, il faudrait surtout pas, si possible, pour qu'ils fassent ces nuits rapidement. Voilà, donc tout ça, pas d'inquiétude. Il y a un bruit que j'aimerais bien citer parce qu'il est impressionnant, il fait peur aux parents. C'est la toux de la laryngite. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Mais c'est clairement... Non, je crois pas que... Elle a déjà eu, Sarah, la laryngite, mais plus âgée que le nourrisson, tu vois. Ouais. Donc, Mais en gros, c'est des toux qui ressemblent beaucoup à un aboiement. Okay. C'est vraiment une toux un aboiement de petit chien ou de gros chien? Alors de petit chien quand l'enfant est jeune et de gros chien quand l'enfant est jeune. Mais vraiment, c'est impressionnant, c'est très rauque. Et voilà, donc pareil, c'est une toux assez typique. Quand on l'a entendu une fois dans sa vie et que le médecin vous a dit c'est une laryngite, vous en souviendrez. C'est vraiment très typique et impressionnant. Après, encore une fois, c'est un enfant qui a une laryngite, c'est ni plus ni moins qu'un virus qu'on va traiter assez facilement. C'est pas forcément grave, voilà, faut juste consulter. Ok. Merci beaucoup Laure pour tous ces conseils. Je vous invite à la retrouver sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Elle passe aussi souvent sur des émissions, aussi sur d'autres médias comme Dr Good, Brut aussi, tu passes sur Brut. Ou La Maison des Maternelles. La Maison des Maternelles, c'est vrai. On fasse un gros coucou à Benjamin Muller, à Agathe Le Caron. À Marie Perarnaud, à Yasmine. Merci. Et j'ai écrit un livre, d'ailleurs, avec Benjamin Muller de la Maison des Maternelles, qui s'appelle « Devenir papa pour les nuls ». Exactement. Je pense qu'il est pas mal engagé aussi, il est très inclusif et je suis assez fière de ce livre. Et vous pouvez, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.